Bonsoir à tous. Merci Nicolas pour l'invitation au Cercle Rousseau. Donc effectivement, ce soir, je vais vous parler un peu du contenu de ce livre que je viens de publier aux éditions BSN Press, qui s'appelle Plaidoyer pour un renouveau européen. Donc ma conférence va effectivement parler de ce que je pense qu'il faudrait pour un renouveau de l'Europe. Mais d'abord, je vais quand même dresser un constat de où on en est en tant que civilisation. Parce qu'effectivement, mon livre s'intéresse essentiellement, non pas à l'actualité, même si finalement la recherche est partie du constat que les États européens ont actuellement des gros problèmes et qu'il y a une sorte d'inertie et de suivisme par rapport aux États-Unis, notamment, qui est problématique. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ça, sur l'actualité récente comme l'Ukraine ou le Covid. Je vais plutôt parler de la civilisation européenne, de l'Europe, qu'est-ce que c'est. Et dans ce cadre-là, effectivement, je ne m'intéresse pas non plus à l'Union européenne en tant que telle, mais à l'Europe. Parce qu'évidemment, l'Union européenne n'est que l'itération récente, institutionnelle de la construction européenne telle qu'elle s'est faite depuis de nombreux siècles maintenant. Donc voilà, avec ce préambule, je vais tout de suite commencer par essayer de clarifier ce que j'entends par civilisation, parce que c'est un concept qui a beaucoup été utilisé par le passé, mais qui est un peu tombé en désuétude parce que il est polémique parce qu'il a été souvent utilisé au XIXe siècle, à une époque colonialiste, ou en tout cas que les puissances européennes voulaient répandre la civilisation à travers le monde. Et d'ailleurs, elles ont en partie réussi à le faire. Hein. On voit aujourd'hui notamment que quand on parle du Sud global, des développements des BRICS notamment, que finalement, si on se pose à un niveau civilisationnel, on voit qu'une grande partie des fondamentaux qu'ils adoptent pour leur développement provient en grande partie de ce que l'Occident a inventé ces 500 dernières années. Alors évidemment, à un niveau plus étatique, plus national, il y a des grosses différences, et il y a toujours une adaptation à la culture nationale de ces fondamentaux. Mais en tout cas, c'est clair que l'Occident reste un modèle, même si les pays occidentaux sont en déclin. Voilà. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut prendre pour ça, notamment l'expansion du constitutionnalisme américain au XXe siècle, entre 1974 et 1989, par exemple. Plus de 30 pays dans le monde ont adopté des constitutions inspirées des États-Unis, avec, par exemple, le présidentialisme, le fédéralisme et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, inspiration directe de la Constitution américaine. Et puis on a, pareil, entre 1989 et 2019, 35 autres pays qui ont adopté des constitutions qui commencent par l'expression We the people of. Voilà. Donc là, on voit bien que pour tout ce qui est institution politique, en tout cas, il y a une claire inspiration de beaucoup de pays dans le monde, du modèle américain, notamment. Ces chiffres-là, je les prends du livre de Ludovic Tournès sur l'américanisation du monde. Donc voilà, on pourrait prendre plein d'autres exemples, effectivement, pour montrer que voilà, la civilisation occidentale reste finalement un modèle, parfois inconscient même, pour beaucoup de ces nations, en bien ou en mal d'ailleurs. Là, c'est pas un jugement de valeur. Mais donc revenons quand même à la définition un peu de ce qu'est une civilisation, parce que c'est un terme un peu flou. Hein. C'est forcément, quand on parle de civilisation, on parle de ce qu'il y a au-dessus finalement des réalités nationales. Alors ça n'empêche pas de les considérer comme souveraines et comme des entités propres qui se développent selon leur propre rythme. Mais disons, dans l'historiographie classique, les civilisations, c'est ce qui couronne finalement un nombre plus ou moins grand de pays et de cultures différentes. Et donc, parmi les grandes caractéristiques, définitions de ce que sont les civilisations, il y a d'abord l'aspect culturel. Hein. Une civilisation, c'est avant tout une entité culturelle qui se distingue par une variété de spécificités relatives à des façons de vivre, à des façons de faire communauté, à des institutions, à des normes, à des techniques, et aussi, surtout, à une manière d'appréhender l'invisible, donc à des religions. Voilà. Alors là, je vais citer Huntington, qui donne une définition assez claire de ce qu'est une civilisation et qui est certainement l'auteur récent qui a le plus parlé de ce terme dans son livre bien connu, Le choc des civilisations. Alors il écrit: une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Elle se définit à la fois par des éléments objectifs comme la langue, l'histoire, la religion, les coutumes, les institutions, et par des éléments subjectifs d'auto-identification. Voilà.
Alors parmi les autres critères qu'on peut citer, il y a notamment des frontières floues. Évidemment, contrairement aux États qui ont des frontières définies par la loi, les civilisations ont des marges plutôt que des frontières. Et à ces marges se passe toute une série d'échanges, de tensions. Euh, Typiquement, on peut le voir en Europe de l'Est, où là, on a une des frontières de la civilisation occidentale, européenne. Euh, Évidemment, il y a d'autres caractéristiques encore, comme une évolution au fil du temps. Alors par exemple, des auteurs comme Carol Quigley ou Oswald Spengler ont bien décrit le cycle par lequel passent les civilisations. Il y a comme un être humain finalement un cycle, hein, une étape de naissance, enfin de gestation, de naissance, de maturité, puis de déclin et de mort. Voilà. Sauf que tout ça, ça prend évidemment un temps très long, hein, plusieurs millénaires. On pense par exemple à la civilisation égyptienne qui a duré pendant plus de 3000 ans. Donc ça peut vraiment prendre du temps. Donc les civilisations sont mortelles, hein, ça c'est un point important. Et finalement, lors de leurs émergences, elles cristallisent un certain nombre d'éléments qui proviennent d'autres civilisations qui les ont précédées et qui peut-être coexistent même pendant qu'elles continuent à se développer et qu'elles agrègent d'une façon originale. Voilà. Et de la même manière, quand elles déclinent, une partie des spécificités qu'elles ont développées sont récupérées par d'autres zones qui développent leur propre civilisation. Alors ça peut être via des échanges économiques ou via des conflits ou via des conquêtes, etc. Mais par exemple, on voit que pour le cas de l'Europe, le déclin de l'Empire romain, de la civilisation gréco-romaine, a énormément influencé le développement de l'Europe, notamment pour tout ce qui est le droit. Emmanuel Todd notamment parle du modèle du château, du manoir féodal, qui s'inspire beaucoup de celui de la villa romaine. Voilà, donc ça c'est pour donner un petit exemple, mais il y a beaucoup de ces emprunts comme ça. Et puis donc effectivement, voilà, la civilisation européenne s'est cristallisée donc autour de beaucoup de choses, hein, essentiellement le christianisme d'abord, qui vient du Proche-Orient, ensuite le droit romain, j'en parlais, mais aussi la pensée gréco-romaine, via le néoplatonisme, l'aristotélisme, voilà, au Moyen-Âge et à la Renaissance, et puis aussi une certaine idée de la démocratie. Voilà. Donc dans mon livre, je distingue finalement enfin, il y a plusieurs caractéristiques évidemment à la civilisation européenne, mais il y a deux grandes tendances, je dirais. Euh, pour moi, l'Europe se distingue par deux formes de conquête particulières. Il y a d'abord une conquête extérieure, donc qui a été en gestation à partir des 8-9e siècles, et qui s'est vraiment révélée entre 1550 et 1650, avec le développement des sciences modernes, avec le développement de l'économie, du capitalisme, du mercantilisme. Et finalement, au XVIIe siècle, ont été posés les jalons de la science moderne qui a influencé ensuite une vision du monde particulière qui s'est déclinée dans les développements économiques capitalistes, dans la façon d'appréhender le monde. C'était une vision du monde de conquête extérieure, c'est-à-dire de conquête de la nature pour l'économie, de conquête d'autres territoires via la colonisation. Voilà, une expansion comme ça en dehors de son territoire. Donc ça, c'est ce que je constate comme une première grande tendance. Et puis il y a une deuxième tendance qui est du coup plus intérieure, plus philosophique, et qui est beaucoup sous-estimée et mise de côté aujourd'hui quand on critique l'Occident ou l'Europe. C'est une conquête intérieure qui a développé une certaine idée de l'individualisme, ou plutôt de l'humanisme, une idée de l'être humain en tant que finalement entité spirituelle, en tant que personne qui a voilà, une sorte de nécessité de se développer pour dépasser sa condition humaine, sa condition terrestre. Et donc c'est ce que le philosophe tchèque Patočka, Jan Patočka, dont je me suis beaucoup inspiré dans mon livre, appelle le soin de l'âme. C'est vraiment ce souci de faire grandir l'être humain et de finalement aider à l'éducation du dépassement de ses limitations terrestres. Voilà. Alors ça, évidemment, on voit qu'en parallèle du développement de la science, par exemple, et des institutions politiques modernes, se sont développés toute une série de courants sous-jacents qui sont souvent liés à l'ésotérisme et qui se sont liés aussi en marge, qui sont développés en marge des églises instituées, hein, et qui, au moment du XVIIe siècle, au moment où se développait la science moderne, avaient aussi l'idée finalement de proposer une réforme universelle du savoir. Mais dans une démarche un peu différente de celle des fondateurs de la science moderne, que sont Galilée, Bacon ou Gassendi. C'était vraiment une sorte de volonté d'unir la foi et la connaissance dans une forme de synthèse
hein, une synthèse harmonique de toutes les croyances et connaissances. Alors par exemple, c'est Jacob Böhm au XVIIIe siècle, c'est les Rose-Croix, voilà, cette fraternité qui s'est développée dans l'Allemagne du XVIIe siècle. C'est ce genre de pensées en fait qui se sont développées et qui ont inspiré ensuite au XIXe siècle le romantisme allemand, Schelling, Goethe, tous ces grands penseurs, Hegel, qui ont finalement beaucoup été inspirés notamment par Jacob Böhm dans leur développement philosophique. Euh, et puis cet humanisme, finalement, aussi au XIXe siècle, alors je sais qu'on est dans le cercle Rousseau, donc je suis obligé de parler de Rousseau un peu, quand même, mais finalement cet humanisme, chez Rousseau, s'incarne dans l'idéal de l'éducation du genre humain. Donc il va inspirer beaucoup de pédagogues, comme Pestalozzi notamment, qui avaient vraiment cette idée de dire, ok, il faut armer les enfants dans toutes les dimensions de leur humanité pour qu'ils puissent vraiment voilà, se développer, grandir et être des êtres humains à part entière, non pas simplement des citoyens qui puissent s'intégrer dans le système politique ou économique, d'être des outils de production ou des forces de production pour le grand capital, ou pour l'armée, dans le cas de Napoléon par exemple, mais qui puissent vraiment développer leur plein potentiel pour amener quelque chose de différent et s'élever d'une certaine manière. Donc on a ici quand même un aspect religieux, euh, et les églises ont effectivement aussi développé une certaine forme d'humanisme à leur manière, mais je dirais qu'elles n'avaient pas le monopole de ça. Donc voilà, je dirais ces deux courants finalement s'entrecroisent dans le développement de l'Europe et finalement aussi interagissent effectivement, puisque l'humanisme de la Renaissance a été aussi central dans le développement de l'homo economicus, de l'être humain capable de finalement rationnellement déterminer ses choix, et dans le développement, je dirais, du capitalisme, cet humanisme a aussi eu effectivement une grande importance. Mais il n'y a pas que ça. Disons, moi, j'entreprends de voir l'humanisme comme quelque chose de plus large et de plus englobant pour la personnalité humaine, euh, et qui voilà, finalement englobe d'autres aspects que simplement l'économie ou le politique. Et puis finalement, la dernière personne que je citerai dans ce courant, dans ce deuxième courant intérieur, c'est finalement quand même Oswald Spengler, qui a vraiment dans son livre phare, Le déclin de l'Occident, je pense poser les bases vraiment de beaucoup de choses intéressantes concernant l'état du monde actuel. Et pour lui, la civilisation occidentale est essentiellement faustienne. Faustienne dans le sens qu'elle a dans son centre en fait une volonté d'ascension, de perfectionnement du moi humain, et une action morale sur celui-ci, qui vise in fine à l'immortalité du moi, de la personne humaine. Donc là, on a vraiment quelque chose qui se rattache, à mon avis, à une des racines philosophiques de l'Occident, de l'Europe, c'est cette volonté d'individualisme et de dépassement de soi. Voilà. Alors évidemment, d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que c'est la première forme de conquête qui a pris le dessus, hein. C'est la plus visible aujourd'hui. Je pense que les structures fondamentales de nos sociétés sont quand même basées sur l'idée de compétition, sur l'idée de lutte pour la survie, avec le darwinisme au XIXe siècle. Et beaucoup de principes se retrouvent voilà, dans la façon dont on perçoit les choses. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la vision du monde, en fait, qui est sous-jacente à tout ça. C'était un peu le cœur de mon ouvrage. Parce que je pense que si on veut transformer les choses, il ne suffit pas de faire des réformes cosmétiques. Il faut vraiment s'intéresser à la vision du monde qui les sous-tend. On ne fait pas du neuf avec du vieux, quoi. Et donc, si finalement les idées qu'on emploie ne sont pas différentes dans leurs fondamentaux que, voilà, que celles qui existaient avant, ça ne sert à rien finalement d'aller de l'avant. Mais pour faire un petit aparté par rapport à ça, il y a un fil rouge assez intéressant, une histoire assez intéressante qui permet de bien voir à quel point finalement la science moderne a influencé dans sa vision du monde jusqu'à nos développements les plus récents. Donc l'un des grands, je dirais, pères fondateurs de la recherche scientifique organisée, en tout cas, c'est l'anglais Francis Bacon, que vous connaissez sans doute, mais qui a donc posé les principes au début du XVIIIe siècle voilà, de la façon dont la science devait s'organiser, de l'empirisme en fait, de cette méthode scientifique visant à accumuler des données dans le monde par l'expérience et ensuite à en faire une connaissance. Et en fait, c'est intéressant de voir que alors dans la Nouvelle Atlantide, un de ses livres, qui est une utopie, un peu une sorte de roman utopique, en fait, Bacon imagine sur une île imaginée qu'un clergé scientifique finalement domine
la société et fait des expériences. Voilà. Alors, c'est des expériences, la vivisection, c'est contrôler la météorologie, c'est finalement faire des croisements biologiques pour créer de nouvelles espèces, c'est développer de nouvelles techniques de médecine, c'est toutes sortes de choses liées à l'hygiène, liées à finalement une sorte de technique nouvelle visant à finalement développer le contrôle de l'être humain sur le monde. C'était un peu ça l'idée, c'était que la nature doit nous servir dans notre développement personnel, quoi. Et de manière intéressante, on retrouve les traces de Bacon comme ça tout au long voilà, des siècles suivants, et notamment aux origines de la fondation Rockefeller. Et ça c'est intéressant parce que je lisais donc les tout débuts de cette fondation en 1913, et l'un de ses premiers présidents, George E. Vincent, voulait que finalement que l'action de la fondation se répande dans le monde et qui recrute des leaders en fait, des leaders notamment dans tout ce qui est l'administration de la médecine et des sciences humaines. Et ces leaders, en fait, George Vincent les comparait aux marchands de lumière, ce que Bacon avait appelé des marchands de lumière, sur son île Atlantide, qui n'est pas l'Atlantide de Platon, mais en tout cas sur cette île imaginaire, Bacon avait pensé que des marchands de lumière pouvaient se répandre à travers le monde pour finalement éduquer les populations lointaines à ces nouvelles techniques. Et George Vincent compare voilà, ces leaders, ces jeunes leaders de la fondation Rockefeller à ces marchands de lumière. Et c'est intéressant parce que finalement, tout au long du XIXe siècle, la fondation Rockefeller s'est intéressée à développer des programmes d'hygiène, notamment pour lutter contre la tuberculose après la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été l'un des partenaires historiques de l'OMS au moment de sa fondation. Et jusqu'à très récemment, pendant le Covid, elle a financé des programmes pour finalement promouvoir la vaccination, pour agir sur la distribution des tests, etc. Donc on a, de manière assez intéressante, je trouve, une illustration du fil rouge comme ça qui rattache finalement l'économie moderne, le fonctionnement des grandes institutions internationales à cette fondation de la science moderne. Et puis évidemment, alors, l'Europe s'est développée de manière extraordinaire pendant 400 ans, je dirais jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui a été un premier coup d'arrêt à ce développement. Et puis finalement, au XXe siècle, les États-Unis ont pris le dessus. Donc désormais, la civilisation européenne devient plutôt la civilisation euro-américaine, dans ce qu'on appelle l'Occident, puisque effectivement, les États-Unis ont largement pris le dessus après la Deuxième Guerre mondiale sur tout ce qui est développement économique, etc. Ça, c'est des choses bien connues que d'autres décrivent mieux que moi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce développement du centre de gravité de la civilisation européenne, finalement, puisque les États-Unis ne sont qu'une colonie au départ de l'Europe, a fait que l'Europe a vraiment décliné, quoi, dans tous les domaines. Et le philosophe tchèque Jan Patočka, dont je mentionnais le nom précédemment, n'a pas hésité à parler à partir de 1950 de l'ère de l'après-Europe, hein, pour vraiment marquer cette rupture avec la grandeur de la civilisation européenne telle qu'elle avait pu exister jusqu'en 1914. Et puis, je pense qu'effectivement, de fait, le XXe siècle peut être considéré comme le siècle du suicide de l'Europe, très concrètement. Suicide qui s'est accompagné de millions de morts et qui pèse, je pense, très lourdement aujourd'hui sur la psyché des peuples européens. Il y a une forme de culpabilité comme ça du passé et de ce que finalement les États européens et cette volonté de progrès infini, voilà, cette confiance dans l'avenir a pu provoquer concrètement sur le terrain. C'est-à-dire 2 guerres mondiales, des millions de morts. Et je pense que le nihilisme qui est actuellement très visible en Occident provient aussi de ce passé et de cette culpabilité finalement de ce XXe siècle qui a effectivement été assez meurtrier. Et c'est un euphémisme. Et puis bon, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit quand même maintenant que cette civilisation matérielle, dont les États-Unis ont été les garants jusqu'à partir de 1940, finalement est elle aussi en déclin. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on lit Todd, par exemple, son dernier livre sur le suicide de l'Occident, non, c'est pas le suicide, c'est la défaite de l'Occident, quand on voit que les États-Unis eux-mêmes sont en régression. Hein, tous les indicateurs démographiques sont au plus mal, baisse de la natalité, chute de l'espérance de vie, décrépitude des infrastructures publiques, etc. Donc voilà, je pense qu'on arrive à un moment donné en Occident où
Le déclin ne peut plus être nié, il est de plus en plus visible. Les crises récentes ne font que le mettre en avant, que ce soit le Covid, l'Ukraine, enfin toutes les guerres qu'on voit actuellement. Euh, et donc il faut, maintenant qu'on est dans cette impasse, il faut bien imaginer quelque chose pour finalement sortir de cette situation. Donc c'est un peu le centre de mon livre. Je me suis concentré sur l'Europe parce que finalement pour moi les États-Unis, d'un point de vue civilisationnel, sont juste voilà, la nouvelle itération par rapport à cette civilisation. Puis donc, pour reprendre les deux courants que je décrivais, pour ce renouveau-là, à mon avis, il faut agir dans deux directions différentes. C'est d'abord une réforme des sciences, telles qu'elles sont pratiquées, c'est-à-dire finalement une expansion de leur recherche et de leur exploration de la vie, parce qu'effectivement, au fil du temps, les sciences étant tournées vers la connaissance du monde extérieur, elles sont devenues intrinsèquement matérialistes, c'est-à-dire qu'elles s'intéressent uniquement aux phénomènes matériels, jusqu'à nier finalement tous les aspects spirituels de l'être humain. Et je pense qu'aujourd'hui, la science, on est à un état où elle s'empêche de progresser, elle s'empêche d'aller découvrir d'autres domaines, parce qu'elle est enfermée dans ce matérialisme, dans cette idéologie matérialiste qui la restreint. Et plusieurs auteurs en parlent depuis quelques années. Par exemple, le biochimiste Rupert Sheldrake a écrit plusieurs livres sur ce sujet. Il liste des dogmes, en fait, ce qu'il appelle les dogmes de la science matérialiste, qui est devenu d'une certaine manière, selon lui, une forme de religion, d'idéologie. Et il appelle effectivement à sortir de cet état d'esprit pour finalement retrouver l'essence première de la science, qui est cette curiosité d'aller découvrir et explorer d'autres domaines, d'autres phénomènes. Et cette exploration finalement de l'esprit, des domaines spirituels, du psychisme et de tout ce qui concerne l'intériorité humaine finalement, est à mon avis une des pistes d'avenir intéressantes qui se développe actuellement. Alors évidemment encore en marge de tout ce qui se fait, mais qui se développe. On a beaucoup de publications qui parlent de ça. En 2015 par exemple a été publié un manifeste pour une science post-matérialiste qui vise justement à dépasser cet état-là. Et alors je vais vous lire un extrait de ce manifeste qui est disponible en ligne. Alors, on y lit que le paradigme post-matérialiste a de profondes implications. Il change fondamentalement la vision que nous avons de nous-mêmes, nous redonnant dignité et pouvoir en tant qu'être humain et en tant que scientifique. Ce paradigme encourage des valeurs positives telles que la compassion, le respect et la paix, en mettant l'emphase sur la connexion intime entre nous-mêmes et la nature. Le paradigme post-matérialiste promeut aussi la conscience environnementale et la préservation de notre biosphère. Ce paradigme nous permet également de redécouvrir ce qui a été oublié pendant 400 ans, à savoir qu'une compréhension transmatérielle vécue peut être la pierre angulaire de la santé et du bien-être. Et effectivement, quand on parle de santé, on voit bien, et je pense que le Covid a été l'illustration de ça, on voit bien que l'être humain ne se limite pas à un corps biologique, matériel, et qu'il y a tout plein d'autres composants qui rentrent en ligne de compte dans la santé. Par exemple le psychisme, par exemple ses relations avec ses pairs, par exemple, toutes ces données-là immatérielles en fait, qui composent notre vie quotidienne sont très importantes finalement pour notre santé. Et ça montre bien que la médecine ne peut pas s'intéresser que aux processus physico-chimiques qui se passent dans notre corps. Et qu'en fait, il y a d'autres aspects de la vie humaine qui doivent être pris en compte. Des aspects spirituels, des aspects psychiques, etc. Des aspects sociaux aussi, qui sont très importants. Et la science, pour l'instant, et c'est le constat de ces scientifiques, reste bloquée dans ce paradigme matérialiste, du coup. Et malgré le développement de la physique quantique, qui amène des pistes intéressantes aussi d'exploration d'autres façons de faire science, malgré tout, dans les institutions scientifiques, dans ce qui se fait de manière générale, dans la recherche scientifique, ça reste encore très largement matérialisme dans son cœur. Alors évidemment, plus concrètement, qu'est-ce que ça implique, ces réformes-là parce que ça, c'est les grandes lignes, mais concrètement, il faudrait, je pense, repenser comment est financée la science, comment les recherches scientifiques sont financées. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie de la population a perdu confiance dans les institutions scientifiques.
et qu'il faudrait que la science fondamentale, notamment la recherche fondamentale, puisse se développer à nouveau. Elle est largement sous-financée depuis plusieurs années. Il faudrait que les conflits d'intérêts puissent être réduits dans la science. On voit que les recherches publiques-privées, par exemple, sont largement majoritaires. La science est essentiellement, on le voit à l'EPFL notamment, elle est largement tournée vers le développement technique. Hein. On veut créer des startups pour développer des produits, etc. Donc la recherche fondamentale, pour moi, le financement de la recherche fondamentale devrait être finalement renouvelé, augmenté pour pouvoir développer de nouvelles réflexions sur ce qu'est l'être humain, sur tous ces domaines finalement qui dépassent la production technique en tant que telle. Et puis je dirais que le deuxième, pour agir sur le deuxième aspect, le deuxième courant dont je parlais, c'est l'idée humaniste en fait. Parce qu'un des deux autres constats très, très clairs et très graves de notre époque, à mon avis, c'est que finalement, cette idée que l'homme peut dépasser son existence terrestre, que l'homme, finalement, peut encore stimuler sa croissance morale, peut finalement dépasser sa condition humaine, biologique, et a bien diminué. La confiance dans l'être humain a diminué. Je veux dire, on le voit partout. Il y a des tendances profondément anti-humanistes qui se développent partout. Je veux dire que ça soit dans le transhumanisme, qui là veut simplement finalement nier l'être humain et qu'il se fonde avec les robots. On le voit notamment avec les mouvements des théories du genre, par exemple, qui sont profondément, qui nient la réalité biologique là, dans un certain sens, mais qui d'une certaine manière ont pour envie simplement de se dire l'être humain, en fait, c'est qu'un animal parmi d'autres, c'est un loup pour l'homme, et qu'il faudrait qu'il arrête de se reproduire. On a d'ailleurs des mouvements qui prônent ça, d'ailleurs des mouvements écologistes pour la plupart, qui prônent que pour sauver la planète, il faut arrêter de se reproduire en tant qu'espèce, ce qui est quand même particulièrement intéressant. On a même un Américain, Les Knight, qui a fondé un mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. C'est-à-dire qu'évidemment, lui, il ne veut pas arriver et puis que quelqu'un pose une bombe et tue un grand nombre de personnes, évidemment, non, il ne veut pas faire ça, mais il veut que les gens arrêtent de se reproduire volontairement pour que l'humanité arrête d'exister. Et je pense que ça, c'est des symptômes quand même non négligeables de nos sociétés qui font qui montrent qu'on est dans un état de profonde apathie, de profonde faiblesse, de nihilisme, et que si on ne relève pas la barre, finalement, si on n'arrive pas à retrouver une grande image de l'être humain qui puisse finalement nous permettre de retrouver une place, une compréhension de quelle est notre place au sein de la nature et au sein de l'univers, on n'arrivera à rien à faire, parce que finalement tous les changements qu'on peut imaginer, ça sera avant tout des êtres humains qui les mettent en place. Donc si on n'a pas confiance dans l'être humain, comment peut-on imaginer d'avoir confiance dans un changement qui pourrait changer la société, transformer les choses. Ça me semble quelque chose de difficilement imaginable. Donc effectivement, il y a tout ce pan finalement humaniste. Je termine mon livre sur l'humanisme. J'en fais toute une histoire, comment finalement l'Occident a développé cette idée humaniste. Je m'inspire beaucoup pour cela d'un philosophe français qui s'appelle Abdenour Bidar, qui a écrit un livre qui s'appelle L'histoire de l'humanisme en Occident, et qui est à mon avis central pour bien comprendre cette idée d'humanisme telle que je l'ai évoquée, et pour bien aussi poser la nécessité de réfléchir à notre place dans le monde aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est vraiment une des choses essentielles qui est sous-estimée. Et voilà, quand je disais que des réformes superficielles sont pour moi inutiles, ou en tout cas pas suffisantes, c'est que voilà, si on n'a pas une meilleure estime de nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille se considérer avec un ego surdimensionné et qu'on redéveloppe une image de nous-mêmes conquérante et qui doivent piétiner tout ce qui nous entoure, un peu à la Schwarzenegger finalement dans ses films. Cette image du conquérant, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je pense que l'humanisme ne se réduit pas à ça, et que finalement on peut avoir une autre vision, mais plus spirituelle, plus d'élévation, vers une transcendance en fait. Voilà. Transcendance qui nous dépasse et qui nous donne finalement un nouveau sens à l'existence. Donc voilà, ça à mon avis, c'est vraiment les grandes tendances. Ça, c'est les grandes lignes finalement de ce que j'imagine pour un renouveau. Je pense que cette idée de l'humanisme doit passer par une réflexion sur l'éducation.
Je pense que là, euh, il y a un grand effort à faire sur l'éducation. Je parlais de Rousseau, je parlais de Pestalozzi. Je pense qu'aujourd'hui, l'éducation ne répond plus à cet idéal premier de cultiver en l'être humain voilà, le meilleur de lui-même. Je pense que là, on a vraiment un effort à faire à développer de nouvelles pédagogies qui puissent vraiment finalement se libérer aussi des idéologies politiques qu'on peut avoir de nos jours dans l'école publique, qui puissent se défaire de la volonté de compétition économique, d'insérer les enfants dans une société pour qu'ils soient productifs, pour qu'ils trouvent un métier qui leur rapporte de l'argent. Enfin, voilà, qu'on sorte de ces carcans finalement qui emprisonnent l'être humain très, très tôt. Et je pense qu'il y a beaucoup de pédagogies alternatives aujourd'hui, enfin qui dites alternatives, mais en tout cas différentes, qui existent aujourd'hui et qui présentent une autre façon finalement une autre façon d'élever l'être humain, qui repose aussi sur une autre compréhension de l'être humain. Et je pense que ces formes d'éducation-là devraient être développées. Je pense qu'il devrait y avoir une myriade de pédagogies différentes qui puissent correspondre potentiellement à différents besoins de chaque être humain. Je pense qu'on est tous un peu différents aussi dans nos besoins éducatifs, donc il faudrait à mon avis que les parents puissent choisir entre différentes pédagogies selon les spécificités de ces enfants. Et je pense que ça, c'est un chantier important à mettre en place pour l'avenir. Donc voilà, euh, je peux peut-être encore terminer sur, quand je parle de l'être humain et de la science, il y a un personnage qui est assez peu connu, je pense, alors qui est très connu, pardon, qui est très connu, mais dont certaines recherches sont peu connues. Et c'est Goethe. Goethe, qui évidemment est très connu comme un poète, un écrivain, mais qui a aussi toute sa vie travaillé sur une démarche scientifique différente. Il a beaucoup travaillé sur les couleurs, il a beaucoup travaillé sur la métamorphose des plantes, sur la botanique. Et en fait, il a développé une démarche scientifique qui est en même temps empirique, donc qui finalement s'occupe à être dans le monde et à vraiment vivre l'expérience de la nature, par exemple des couleurs, mais qui réfute finalement ou qui ne s'intéresse pas du tout à disséquer la nature. C'est-à-dire que lui, il ne veut pas aller dans un laboratoire et voir ce qui se passe derrière enfin, découper une plante pour voir quels sont ses pistils, ses cellules et ces choses. Il veut vraiment comprendre ce qu'est la plante dans son environnement. Euh, et, euh, et vraiment, il a une approche qui est très humaniste dans le sens où il remet l'être humain au centre de l'expérimentation. Et c'est même très moderne dans cette approche-là, puisque c'est maintenant quelque chose qui est de plus en plus admis, que l'être humain a une influence sur l'expérimentation. Et je pense que chez Goethe, il y a vraiment cette volonté de sortir du matérialisme réductionniste qui a influencé les sciences jusqu'à présent. Et pour bien comprendre cette idée de réductionnisme, et ça je pense que je terminerai là-dessus parce que c'est quand même un concept assez central et qui explique pourquoi finalement la science s'est enfermée dans une forme de, à mon avis, dans une impasse, c'est que pour la théorie scientifique dominante, finalement, toute la nature, tout ce qui nous entoure est issu de phénomènes physico-chimiques, macroscopiques, microscopiques, pardon, atomiques, quantiques. Et que tout découle de ça, jusqu'à la conscience. Euh, pour Goethe, justement, c'est pas le cas. En fait, chaque niveau a ses propres lois, et c'est l'idée de l'émergence. C'est que finalement, chaque niveau supérieur, finalement, émerge du niveau inférieur et a ses propres lois, ses propres dynamiques. Ce qui signifie que le monde ambiant qui nous entoure, le monde naturel, quotidien, le monde phénoménologique, eh bien, a ses propres lois qui doivent être étudiées en tant que telles. Et ce n'est pas en allant disséquer, en allant étudier finalement ce qui est au fondement de la nature qu'on pourra expliquer tout ce qui se passe dans notre environnement quotidien. Et c'est exactement comme cela qu'il a essayé d'étudier la lumière, le phénomène de lumière, euh, non pas comme Newton en essayant de décrire la longueur d'onde qu'est la lumière, mais en tant que phénomène. Qu'est-ce que la lumière nous dit quand on l'observe, quand on la vit? Qu'est-ce que je peux dire de la lumière quand je l'expérimente? Voilà. Et je pense que cette démarche scientifique, voilà, qui a été juste touchée du doigt par Goethe et qui l'a développée, mais qui peut être encore, je dirais, portée plus loin, je pense que cette démarche scientifique mêle à la fois une dimension spirituelle, parce que Goethe est arrivé à des résultats qui finalement, quand il parle de plante primordiale, on n'est pas loin de quelque chose d'assez spirituel, on n'est pas loin d'un espèce d'esprit de la plante, par exemple. Donc je pense que là, on a une méthode scientifique complémentaire de
de la recherche actuelle qui devrait continuer. On va pas supprimer ça, ça a tout son intérêt. Mais on pourrait développer d'autres aspects, d'autres façons de faire la science, et qui ferait le lien entre cet humanisme dont je parlais et, ce renouvellement finalement aussi de la façon dont on fait connaissance, dont on appréhende le monde. Voilà. Donc je terminerai sur ça, je pense, et je vous remercie pour votre écoute.